Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Conseil des ministres d'hier et la rencontre syndicale CGT-CFDT ont marqué le début de la reprise de l'activité économique et politique. La fin des vacances du mois d'août n'est pas loin, à tel point d'ailleurs que les spécialistes de la circulation ont déjà mis sur place le dispositif de surveillance et de guidage sur les itinéraires de déviation. Durant les départs, on avait déjà remarqué un étalement plus grand cette année que les années précédentes. Cet étalement se retrouve pour les retours qui sont commencés depuis 3 jours, mais ils se sont amplifiés ce matin. Et l'on prévoit, je vous signale, que le gros de ces retours se fera demain et après-demain, et ces retours se poursuivront sans doute jusqu'à lundi. Si vous avez la possibilité, donc, évitez ces 2 jours chauds. C'est cela pour limiter les risques d'accidents, comme celui que vous allez voir maintenant. Cela s'est passé près d'Angoulême, sur la nationale 10. Une voiture de tourisme est venue s'écraser sous un camion. Cet accident a fait 1 mort et 3 blessés graves. Ce n'est malheureusement qu'un accident parmi beaucoup d'autres. Et hier après-midi et cette nuit, il y en a eu plusieurs sur les routes du retour. À ceux d'entre vous qui ne sont pas encore partis, je signale que déjà des bouchons se sont formés sur les 2 grands itinéraires de retour. Vous allez le voir sur une carte, d'abord sur la nationale 10 de la route de l'Espagne, 2 embouteillages, 2 bouchons, là on ne la voit pas pour l'instant, à Labouère et à Cubzac-les-Ponts, entre la frontière et Bordeaux, et puis surtout sur la nationale 7, les éternels bouchons du Muy, de Villeauban, de Brignoles et de Saint-Maximin, des bouchons qui atteignent jusqu'à 19 km de long. Ces déviations sont bien sûr en place, vous avez intérêt à les prendre. Il faut sans doute vous attendre à la formation de d'autres bouchons dans la journée. Soyez donc prudents et surtout patients. Plusieurs kilos de cyanure, c'est-à-dire de quoi tuer plus de 100 000 personnes, ont été découverts dans une décharge publique près de Hanovre, en Allemagne fédérale. Les policiers allemands se demandent qu'il y a eu l'idée stupide, criminelle même, de se débarrasser ainsi sans précaution d'un produit aussi dangereux. Le cyanure a été, vous le savez, pendant 2 jours, l'angoisse des habitants de Besançon. 10 kilos de cyanure sont tombés dans la rivière Lalou, qui alimente la circulation d'eau potable de Besançon. Mais là, il s'agit de la rupture d'une canalisation dans une usine en amont de Besançon. Une usine métallurgique à 15 km de Besançon, une rupture de canalisation. En quelques minutes, 10 kilos de cyanure se déversent dans la rivière Lalou, considérée comme l'une des plus belles rivières à truites de France. Hier matin, les autorités dressent le bilan de cette pollution accidentelle. Sur 20 km, d'Ornans à Clairon, toute trace de vie piscicole a disparu. Truites et combles flottent au fil de l'eau empoisonnée. Plus grave, Besançon a vécu dans la peur pendant 24 heures. Un tiers de la ville est alimenté en eau douce par une station de pompage située précisément sur la rivière empoisonnée. Le maire de la ville prend des mesures, fermeture immédiate de la station, limitation de la consommation d'eau potable, limitation également de la vente d'eau minérale, 3 litres par famille. Une enquête administrative est ouverte. Les premières analyses commencent hier en début d'après-midi. Les résultats sont communiqués. Analyse négative. Il ne reste plus maintenant qu'à nettoyer la rivière. Donc l'alerte est passée pour les habitants de Besançon, mais cet accident pose une fois de plus le problème des systèmes de sécurité anti-pollution dans le monde industriel. Les évadés de la prison de Perpignan regagnent peu à peu, et un par un, parfois 2 par 2 d'ailleurs, leurs cellules. Ils étaient 10 samedi et dimanche qui ont sauté par-dessus le mur que vous voyez là, dans des conditions qu'une enquête va d'ailleurs préciser. Cette nuit, on en a encore retrouvé 2, ce qui porte à 7 le nombre de détenus repris après quelques heures passées au plein air. Voici d'ailleurs Jean-Louis Rondeau, qui lui a été repris dans une impasse de Lézignan après une course-poursuite avec les policiers. Il en reste donc 3 poursuivis par les gendarmes, comme c'est finalement la vocation des voleurs. Et puis une polémique entre policiers, du moins entre ceux qui pourchassent les trafiquants de drogue. M. John Cusack, le représentant en France du Bureau américain des narcotiques, a déclaré à 2 de nos confrères du Sud-Est, le Provençal et le Méridional, dans une interview, Marseille est le lieu de transit des stupéfiants. Dans cette ville, il y a 3 ou 4 gros bonnets de la drogue qui se sentent en sécurité grâce à leur compte en banque et à leurs relations. Alors, les policiers français ne sont pas du tout contents et la Direction générale de la police nationale répond aujourd'hui à M. Cusack, si vous avez des noms et des adresses, faites-nous le plaisir de nous les donner, avec si possible des preuves, car les insinuations ne suffisent pas en la matière. On parle beaucoup de pétrole aujourd'hui à la Bourse de Paris, et cela pour 2 raisons. L'adjudication de nouveaux permis de recherche pour des groupes français en mer du Nord, et la découverte précisément en mer du Nord de nouveaux gisements. Gérard Vidalange, est-ce que vous avez des précisions là-dessus ? Oui, sur le communiqué, c'est un communiqué du gouvernement norvégien, du ministère de l'économie, qui affirme donc que le groupe Petronor
c'est un groupe qui associe des intérêts français et des intérêts norvégiens. Eh bien, ce groupe Petronor a découvert sur le site de Frigg un gisement de gaz naturel. C'est un site qui se situe dans les eaux norvégiennes, tout à fait au nord, très exactement pour les amis de la géographie, à 200 km à l'est des îles Shetland et à une profondeur de plus de 100 mètres. Eh bien, c'est un gisement relativement important qui confirme un premier succès, ce qui montre bien que ces recherches en mer du Nord peuvent être fructueuses et en tous les cas sont bien nécessaires au moment où l'on a besoin de plus en plus de ressources d'hydrocarbures. Alors les partenaires français sont Elferap, la Française des Pétroles et l'Aquitaine, et du côté norvégien, c'est la compagnie norvégienne de l'azote, dans laquelle le gouvernement norvégien a 51% du capital. Pour le solde, il y a des capitaux français. Alors aujourd'hui, il y a une hausse précisément de la Française des Pétroles et des pétroles d'Aquitaine, alors que l'ensemble des valeurs françaises est beaucoup plus terne. Il y a des ventes pour le compte des investisseurs étrangers. Et là, alors, je reviens sur les premières impressions que l'on avait eues après l'application du marché, des doubles marchés sur l'échange. Eh bien, il y a des grincements. Non pas tant que les écarts entre le franc financier et le franc commercial soient très élevés. Actuellement, cet écart est de 3%, ce qui veut dire que le dollar est en quelque sorte dévalué par rapport au franc de 3%. Mais les grincements viennent du fait que, premièrement, les investisseurs étrangers, enfin les investisseurs, ceux qui veulent acheter de l'étranger des valeurs françaises, doivent les payer plus cher, très exactement de 3%. Il y a donc une discrimination entre les porteurs étrangers et les porteurs français, lorsqu'il s'agit toujours des mêmes titres français. Et puis alors, deuxièmement, les Français qui veulent acheter des valeurs américaines ou des valeurs allemandes, eh bien, vont recevoir maintenant des dividendes flottants, ce qui vraiment paraît très compliqué et un petit peu aberrant. Et ceci est le résultat de ce système du marché double d'échange. Enfin, le troisième point, je termine. Actuellement, la baisse de l'or également se confirme, 60,80 pour le Napoléon, alors qu'hier le cours était de 61,50, et surtout le lingot qui valait hier 7350, eh bien aujourd'hui cote 7290. À vous, Paul Lefebvre. Les affaires de l'étranger, maintenant, il y a encore eu des bagarres et des blessés cette nuit en Irlande du Nord, où, d'autre part, le maire de Belfast a invité M. Hiss, le premier britannique, à venir se rendre compte sur place de la situation. Daniel Estève. Une bombe a explosé hier après-midi au siège des services de l'électricité d'Irlande du Nord à Belfast. L'attentat a fait 1 mort et 31 blessés. L'explosion, causée par une charge de gélignite, s'est produite quelques minutes après qu'un coup de téléphone anonyme eut annoncé la présence de l'engin et alors que l'on était en train d'évacuer la plus grande partie des 600 employés. La charge a explosé dans une cage d'ascenseur. La plupart des blessés, dont certains sont dans un état très grave, ont été atteints par des éclats de verre. Pour les milieux officiels, cet attentat marque le début d'une nouvelle campagne que l'armée républicaine irlandaise entreprend pour attirer l'attention mondiale sur sa cause. Le Sud-Vietnam maintenant, où le général Thieu prolonge le suspense. Il est en fait, vous le savez, le seul candidat à la présidence, mais ne l'a pas encore annoncé officiellement. C'est donc une course contre la montre pour les Américains qui ne veulent pas de cette candidature unique au Sud-Vietnam. Commentaire de New York, Emmanuel Delataille. Avec les tribulations des élections de Saïgon, le Vietnam, un moment éclipsé par la Chine et le dollar, revient au premier plan des soucis de la Maison-Blanche. Dans la politique du président Nixon, en effet, ces élections présidentielles du 3 octobre constituaient un tournant. À la fois la consécration de la réussite de la vietnamisation et une porte de sortie possible et honorable du Vietnam. En effet, si les Sud-Vietnamiens avaient pu choisir entre plusieurs candidats de tendances différentes, le président Nixon aurait pu, à l'issue des élections, dire « Eh bien, nous avons fait la guerre pour assurer l'autodétermination des Sud-Vietnamiens. Ils se sont prononcés, nous pouvons maintenant repartir, mission accomplie, la tête haute. » Tous ces calculs ont été réduits en miettes par le refus, malgré toutes les pressions américaines, du général Key et du Grand Mine de participer à une élection, à une campagne électorale même, dont le trucage apparaît évident. Il ne reste donc plus en lice que le protégé des Américains, le général Thieu, assuré de l'emporter, sans parler des menaces de coup d'État. Tout se passerait donc, si les choses en restent là, comme si paradoxalement les Américains avaient fait 8 ans de guerre au Vietnam pour assurer l'élection à 99% des suffrages d'un candidat unique sur le modèle de ces dictatures communistes qu'ils n'ont cessé de dénoncer et qu'ils s'étaient donné pour mission d'empêcher au Vietnam.
c'est à la fois insoutenable à l'intérieur comme à l'extérieur. Et déjà, les derniers supporters de la politique vietnamienne du président Nixon dénoncent ces élections farces et demandent à la Maison-Blanche d'agir. Mais malgré un activisme forcené au Vietnam, apparemment la Maison-Blanche se trouve dans l'impasse, son protégé lui ayant échappé au Vietnam. Washington, information première. Voilà l'essentiel de la politique. Revenons en France, où deux équipes de spéléologues vont tenter de se rejoindre dans les profondeurs d'une montagne, dans l'Ariège. C'est déjà un exploit au départ qui risque de déboucher sur un record, comme vous l'explique Daniel Casal. C'est parce qu'ils sont persuadés que ce torrent de la vallée d'Estour, dans l'Ariège, est alimenté par la rivière souterraine de la Borde de Crux, que 40 spéléologues amateurs ont décidé d'explorer du 6 au 21 août le gouffre qui porte le nom de cette rivière. Ils viennent de 7 clubs et leur moyenne d'âge est de 23 ans. Moi demain, Quel que soit le j'en fais résultat un petit de la morceau. sortie Moi. qu'on fait aujourd'hui. Je compte faire de la topographie en escalade dans les éboulis, pour savoir à quelle hauteur on monte et pour avoir une idée de la hauteur de la galerie aussi. Parce que pour l'instant, c'est inconnu, ça encore. Personne ne sait jusqu'à quelle hauteur ça monte. Bien. Nous, on pense venir dans la nuit. Ouais. Ce qu'on peut faire, la franchir. Au sommet du massif, à 2300 mètres, une première grotte. À la base du massif, 1300 mètres plus bas, une deuxième grotte. Les spéléos se divisent en deux équipes. L'une part du bas et tente la remontée. La deuxième part du sommet et descend dans le gouffre. C'est la remontée de la première équipe qu'a suivi Alain Raffestin. Ce que vont faire sous vos yeux ces spéléos, c'est en quelque sorte de l'alpinisme souterrain. Mais ici, les bottes de caoutchouc remplacent les chaussures de montagne, car la roche ruisselle, et les combinaisons isothermiques remplacent l'anorak, car dans le ventre du massif, la température n'excède pas 5 degrés. Tu dirais si je vais trop vite. Vas-y, vas-y. La sortie supposée se trouve quelques 1300 mètres au-dessus d'eux. Cela représente plusieurs kilomètres de galeries, de chatières et de boyaux à remonter et bon nombre de cascades à escalader. Mais ils savent que 15 jours ne sont pas suffisants pour que l'équipe qui descend ressorte 1300 mètres plus bas et pour que l'équipe qui remonte parvienne au sommet du massif. Leur objectif immédiat est de remonter de 150 à 200 mètres par le bas et de descendre de 200 à 300 mètres par le haut. Leur but véritable, c'est de battre dans 2 ou 3 ans les records du monde de remontée et de profondeur. Le record de remontée est actuellement de 420 mètres, celui de profondeur est de 1150 mètres. Ils ont avec eux quelques 800 kilos de matériel qu'ils ont répartis entre les deux équipes. Tout au long de leur progression, ils ont dressé une véritable carte des galeries explorées. Le 21 août, au terme d'une expédition qui n'était pas sans risque, l'équipe du bas avait atteint son objectif. Elle était remontée de 200 mètres, mais après avoir franchi une vingtaine de cascades, elle se trouvait stoppée par une autre cascade que les pluies diluviennes avaient considérablement grossie. Quant à l'équipe descendante, elle était assez loin de son objectif, ne s'étant enfoncée que de 100 mètres dans le ventre du massif. Tous ont maintenant rebroussé chemin et se sont fixés rendez-vous l'année prochaine avec la ferme intention d'aller plus loin encore. Nous avons déjà ouvert le dossier sportif. Sur la piste de Varèse en Italie, Michel Drucker, les Français ont complètement raté leur entrée hier. Oui, disons que la première soirée n'a effectivement pas été favorable aux couleurs françaises, puisque Pierre Trentin n'a obtenu qu'une médaille de bronze hier à Varèse. Il a terminé 3e de la finale du kilomètre départ arrêté, 3e derrière le Danois Petersen et le Soviétique Édouard Rapp, que nous allons voir sur cette photo. Édouard Rapp, médaille d'or, dans un temps impressionnant, 1 minute 7 secondes 60 centièmes pour le kilomètre départ arrêté, contre 1 minute 7 secondes 68 centièmes à Petersen et 1 minute 8 secondes 66 centièmes à Trentin, que nous allons voir maintenant. Trentin a déclaré à sa descente de vélo qu'il avait trop préjugé de ses moyens et qu'il avait utilisé un trop grand développement. Il a ajouté qu'il espérait bien sûr se rattraper dans la finale du tandem avec son camarade Morellon. D'autre part, dans l'épreuve de poursuite amateur, Darmé et Mongeard n'ont pu se qualifier pour les demi-finales. Comme hier soir, vous pourrez voir ce soir, mais sur la deuxième chaîne,
vers 23h20, un résumé complet de cette deuxième journée. Natation, 2 nouveaux records du monde et 2 records de qualité. Ah oui, deux exploits, 2 records fantastiques hier à Houston, dans la piscine de Houston, à l'occasion de la première journée des championnats des États-Unis. Record du monde du 400 mètres nage libre et record du monde du 100 mètres papillon. Le record du 400 nage libre a été battu par un jeune Californien de 18 ans qui signe déjà des autographes, vous le voyez. Il a nagé la distance en 4 minutes 2 secondes 1 dixième. L'ancien record appartenait au Suédois Gunnar Larsson avec 5 dixièmes de plus. Quant au record du monde du 100 mètres papillon, il était pulvérisé par son détenteur, Mark Spitz, que voici. Il a nagé en 55 secondes juste le 100 mètres papillon, améliorant de 6 dixièmes son précédent record, c'est ce qui est tout à fait considérable. Les performances de Spitz et de McBride sont d'autant plus fantastiques qu'elles ont été accomplies dans des conditions très médiocres. La condition météorologique était très médiocre en effet sur le Texas, il a plu pendant toute la soirée. Et il faut ajouter aussi que le bassin de Houston est considéré comme un bassin peu rapide. Ce sont vraiment 2 records étonnants. Le football maintenant, d'après les matchs d'hier, il semble que le championnat 71-72 soit de bonne cuvée. Oui, c'est vrai. La 3e soirée de ce championnat a été passionnante et passionnée. Elle a donné lieu à des résultats surprenants. Jugez vous-même, 2 des équipes de tête, Rennes et Sochaux, ont été battues. Rennes chez lui par Marseille, 2-1. Sochaux à Paris par le Red Star. C'est une bonne performance pour les Parisiens. Pendant que Nîmes gagnait son 3e match, les Nîmois sont seuls en tête aujourd'hui. Quant aux Stéphanois, eh bien, ils ont renoué avec la victoire. Et écoutez bien, ils ont infligé 9 buts à Reims contre un seul au Rémois, 9 buts, je dis bien, 4 de Keita, 3 de Larquet. Avec le Nîmois Verne, nous avons là 3 candidats sérieux au classement des buteurs. Par ailleurs, il faut dire que Paris Saint-Germain a battu Nancy à Nancy dans des conditions assez litigieuses qui ont provoqué des incidents. Nous y reviendrons avec Paul Lefebvre dans un instant. Auparavant, je vous propose de voir comment les Nîmois, qui sont les grands triomphateurs de cette soirée, ont battu Angoulême. C'était leur 3e victoire en 3 matchs. C'est un reportage de notre station de Montpellier. Les vedettes font toujours recette en football, le match Nîmes-Angoulême en est un témoignage. Tribunes et gradins étaient en effet combles hier soir au stade Jean-Bouin à Nîmes. Les locaux sont en tenue claire et jouent à droite en première mi-temps. Premier du classement, premier au nombre de buts marqués, les Nîmois imposèrent d'entrer leur rythme et leur façon de jouer. Une façon de jouer qui leur vaudra très rapidement, à la 10e minute, un but à l'origine duquel se trouve Adam en position d'ailier droit qui d'un coup de pied de recentrage passe à Bonnet dont le droit fit mouche dans la cage de Mourgault qui remplaçait l'international tchèque Kuba. 1-0 pour Nîmes. Il en fallait plus cependant pour décourager les Angoumoisins qui par Guillas et ici par Castellan et Proux firent plus qu'honorable figure, obligeant Martinelli à sortir et surtout la défense nîmoise à s'engager à fond. C'était cependant trop bien engagé pour Nîmes qui contrôla les assauts adverses et reprit la maîtrise du jeu. À la 19e minute, une action combinée de Pierre Calab et Voinéa dérouta la défense d'Angoulême. À toi, à moi, au centre, et Voinéa inscrivit le 2e but profitant d'une erreur de Mourgault. 2-0 pour Nîmes, cela devenait dangereux pour Angoulême, d'autant que les Nîmois, loin de vivre sur leur acquis, multiplièrent les attaques et contrôlèrent, de fait, le déroulement du match. Attaque, contre-attaque se succédèrent vainement, Bonnet et Vergne très marqués, c'est Kabyle ici qui tentait sa chance pour Nîmes, sans résultat, tandis qu'à Angoulême, Ansaldo rentrait à la place de Leclerc. On s'acheminait ainsi vers la fin de cette première période, quand, à quelques secondes du coup de sifflet, Mézy part de la gauche, le ballon parvient à Vergne qui rate son tir. La balle part à droite et rencontre le pied de Pierre Calab qui marque, voilà l'action, 3-0 pour Nîmes. Après 45 minutes, le match était joué dès la première mi-temps. La seconde période, elle fut à l'avantage d'Angoulême, mais ses attaquants ne purent percer la solide défense nîmoise. Le score final donc 3-0 pour Nîmes. Et cette victoire permet aux joueurs du Gard d'occuper seuls la première place du championnat. C'est une première place méritée. N'oublions pas que les Nîmois ont terminé 4e la saison dernière. Ils pourraient bien d'ailleurs garder longtemps cette première place, les Nîmois, car ils ont une équipe complète et très homogène. Nous allons voir maintenant ce qui s'est passé hier à Nice, au stade du Ray, où Nice rencontrait Metz. Metz qui a eu des malheurs, car Combin a été blessé en début de match, je crois. Nous allons le savoir d'ailleurs maintenant avec nos correspondants de Nice. Plus de 17 000 personnes étaient venues hier soir assister au match Nice-Metz et voir à l'œuvre Nestor Combin. Nice en maillot blanc, qui attaque ici par Metzler et Loubet, était parti en trombe. Mais Metz faisait front par Richard et Bourgeois. Et à la 3e minute, Combin plaçait un tir de la tête de peu au-dessus des buts de Baratelli. Hélas pour Metz, 5 minutes plus tard, Nestor regagnait le banc de touche avec une sérieuse entorse à la cheville. Il était remplacé alors par Piasecki. Nice attaquait sans cesse par Loubet, qui place ici un très bon tir. Loubet, régulièrement descendu par la défense messine, ce qui amena de nombreux coups francs. Sur l'un d'eux, à la 36e minute, Quitté va le tirer, servi par Eriksson.
La balle frappe très fort le dessous de la barre, puis le sol. Choud la récupère, mais l'arbitre, M. Coquerille, soutenu par son arbitre de touche, accorde le but contesté par les Messins. Après de longs palabres, le match reprendra, mais la mi-temps sera sifflée sur le score de 1-0 pour Nice. Dès la reprise, sur une attaque déclenchée par Zwenka et Richard, Bourgeois va récupérer le ballon, centré, et Piasecki, le 12e homme de la tête, prend Baratelli à contre-pied. 1-1, l'ont joué depuis 1 minute seulement en deuxième mi-temps. Dès lors, les Niçois vont faire le forcing, mais un forcing très maladroit. Quitté vient soutenir son attaque, qui se crée de nombreuses occasions, comme celle-ci, ou sur un centre de Fioroni, 2 tirs successifs de Jouve sont contrés. Metzler se faisant ensuite souffler la balle par la défense messine très regroupée. Les Messins furent encore très dangereux sur des contre-attaques de Bourgeois, Richard et Jensen, avec plusieurs tirs très durs de l'ailier gauche Atamanuk, sur lesquels Baratelli dut effectuer des parades difficiles. Le score ne changera pas, 1 but partout. Nice a déçu, l'arbitrage ne lui fut pas favorable, mais l'on se demande ce qui se serait passé si Combin avait pu jouer. J'ai pu justement joindre au téléphone il y a 1 heure à peine Nestor Combin qui venait de rentrer à Metz. Il souffre d'une entorse sérieuse à la cheville et il sera indisponible pour plusieurs jours. Il ne jouera pas en tout cas samedi contre Nancy. Il espère faire sa rentrée mercredi prochain à Paris contre le Red Star. Nous allons maintenant revenir à Paris justement et voir les 3 buts du match Red Star-Sochaux. Ce match a eu lieu hier soir à Saint-Ouen. Voici ces quelques extraits. 3 buts splendides. Vous allez voir le premier. Sochaux joue ici à gauche. Le premier va être marqué par Lèche à la 26e minute. Regardez bien, Lèche va se faufiler au milieu de la défense du Red Star et à la suite de 2 relais de Watteau et de Pia, il va décocher un tir violent. Regardez. Le dû est battu. Sochaux menait donc 1-0 après 26 minutes de jeu. Égalisation du Red Star à la 32e minute à la réception d'une passe de Garcia. L'ailier H va tromper Batman de près. Voilà l'action. 1 but partout, score à la mi-temps. En deuxième mi-temps, le Red Star qui pratiquait un bon football alors que Sochaux se désorganisait quelque peu, le Red Star allait marquer un but à la 63e minute, un but splendide à la suite d'un corner tiré par H et repris par le demi-centre Monin. Regardez, corner tiré par H, surveillez bien le demi-centre argentin Monin qui débouche à toute allure et de la tête ne laisse aucune chance à Batman. 2-1, c'était le score final, une victoire qui permet au Red Star d'occuper la 2e place du championnat. C'est une très bonne performance. Et donc les équipes parisiennes se sont bien comportées puisque le Red Star a gagné. Quant à Paris Saint-Germain, nous pouvons peut-être y revenir. Paris Saint-Germain a joué hier soir à Nancy. Il y a eu des incidents. Je vous l'ai dit, je crois que nous avons reçu un film de nos amis de Nancy. Nous pouvons peut-être voir ce qui s'est passé hier soir à Nancy. Je vous rappelle que Paris Saint-Germain a gagné par 3-2. Il y a eu, je pense, des hors-jeux, en tout cas des actions litigieuses. Nous allons voir ce qui s'est passé hier soir à Nancy. Voici l'action qui devait faire basculer le match et provoquer par la suite les regrettables incidents que nous allons voir. Paris Saint-Germain est en noir sur votre écran. Bras probablement hors jeu, passe à Prost qui lui l'est indiscutablement. Celui-ci tire et marque à la 44e minute le 2e but pour Paris Saint-Germain. Aussitôt Magira, le gardien de Nancy, proteste, accompagné par l'ensemble de son équipe, mais l'arbitre, M. Verbeke, maintiendra sa décision et sifflera la fin de la première mi-temps. Les 11 000 spectateurs sont survoltés et la 2e mi-temps sera émaillée d'incidents et de jets de bouteilles. Le score final, 3-2 pour Paris Saint-Germain, n'arrangeait pas les choses et de violents incidents devaient se dérouler à la fin du match aux alentours du stade. La police devait alors intervenir pour dégager à la grenade lacrymogène la sortie du stade et permettre à l'arbitre de rentrer chez lui. Le 2e bilan de ce match, plus de 10 blessés, dont certains dans un état très grave. Espérons pour ces blessés que leurs blessures n'auront pas d'ailleurs de suite sérieuse. Nous en reparlerons en tout cas si nous avons du nouveau dans les jours qui viennent. Nous allons voir maintenant le panneau de classement de cette 3e journée, en tout cas les résultats complets pendant que je vous donne le classement. J'ajouterai pour les Marseillais et pour les Rennais que Magnusson et Neuvy ont marqué pour Marseille et que Toublanc a marqué pour Rennes. Et à ce sujet, Bosquier a déclaré à la fin du match à Georges Boulogne, le sélectionneur, qu'il ne jouerait pas contre la Norvège. Pour des raisons personnelles et familiales, il déclare forfait. Georges Boulogne, d'ailleurs, sera l'invité de Match sur la 2 ce soir. Et puis le classement, donc Nîmes, 6 points en tête, 3 victoires, 3 matchs, 3 matchs, 3 victoires. 2e, le Red Star. 3e, Metz, Rennes, Bordeaux, Sochaux, Marseille, Angers. Nous en sommes à la 3e journée, n'oublions pas. Et en fin de classement, on trouve Nancy, Lyon et Reims. Voilà pour cette page sportive qui était abondante aujourd'hui. Nous n'allons pas d'ailleurs quitter l'ambiance du sport avec F de jeunes. Nous allons retourner en montagne et sur la piste. Jean-Michel Desjeunes.
Effectivement, j'ai déjà eu l'occasion de vous parler beaucoup de motos. Inutile de rappeler, je pense, la vogue extraordinaire de ce moyen de locomotion. Vous vous souvenez sans doute des grands rendez-vous de la moto au Nürburgring ou bien au col de l'Isran que vous avez montré Michel Toulouse. Il y a maintenant un certain nombre de rendez-vous comme ça ou d'épreuves très spécialisées dans le domaine de la moto. Le motocross est même un tout petit peu dépassé, notamment en montagne où maintenant on a pris l'habitude pendant l'été de faire de la moto sur les pistes de ski, ce qui était, disons, un petit peu impensable il y a encore quelques années. Il paraît d'ailleurs que les qualités sportives et les réflexes nécessaires sont à peu près les mêmes pour, disons, le ski et ce qu'on pourrait appeler la moto montagne. Parmi ce genre d'épreuves, il y a ce qu'on appelle maintenant l'enduro motocyclisme, qui ne se pratique pas forcément d'ailleurs en montagne. Exemple, nos reporters de Montpellier ont suivi l'une de ces courses. Je vous propose de la regarder. De très belles montures réunies pour la première fois à Fronsac dans la Haute-Garonne pour une épreuve inédite en France et peut-être même en Europe, l'enduro motocycliste, aussi appelé pour la circonstance la course à la vache. Nous verrons dans un instant pourquoi. L'enduro, ce n'est pas tout à fait du motocross, car le parcours est très long, plus de 100 km. Ce n'est pas du trial, la pénalisation ici n'existe pas. Ce n'est pas non plus un rallye, on roule en effet sur tout terrain, le mot n'est pas trop fort. L'état des concurrents et des mécaniques à l'arrivée est là pour en témoigner. Pour l'enduro, il n'y a que deux impératifs, l'endurance bien sûr et la rapidité. Il s'agit de pointer régulièrement et donc de passer à tout prix. Une cinquantaine de pilotes amateurs pour la plupart sont venus cette année se familiariser avec l'enduro. 50 concurrents répartis en 4 catégories, les 50, 125, 250 et 350 cm3. 20 d'entre eux seulement ont pu franchir la ligne d'arrivée. Premier Rigal de Nice devant Tende de Paris. Le vainqueur et son trophée, il s'agissait, ne l'oubliez pas, d'une course à la vache. Vous avez eu aussi l'occasion au fil de ces hebdo-jeunes de parler beaucoup de métiers, de vous proposer éventuellement des vocations, pourquoi pas, pour l'avenir. Je ne sais pas si celui-ci va tenter beaucoup d'entre vous, parce que c'est un métier un petit peu particulier, un petit peu dangereux aussi. Et il s'agit du métier de dompteur de fauves. Jusque-là, rien de très original. En revanche, vous allez découvrir une demoiselle qui, elle, sort véritablement de l'ordinaire, ne serait-ce qu'à cause de son âge. C'est la plus jeune dompteuse de France. Et il y a aussi un petit exploit qu'il faut sans doute saluer, c'est que le petit film que vous allez voir a été tourné par notre équipe de Nantes. Et pour le tourner, ce petit film, eh bien, véritablement, cette équipe est rentrée, et vous allez le voir, dans la cage au lion. Allez, Linda, monte. Oh, ça, elle a peur, hein. Linda! Allez en place, là-bas! Allez, montez! Hop! Et voilà, en place. Mireille Rochester, je crois pas qu'il soit encore indiscret de vous demander votre âge. Non, je vais avoir 17 ans. Il y a combien de temps que vous faites du dressage? 2 mois. J'ai commencé à prendre ces lionnes au dressage depuis 2 mois. Et pourquoi vous êtes-vous mis au dressage? D'une part parce que j'adore les animaux, et puis que le dressage était très réclamé ici, car les visiteurs sont habitués à avoir du dressage chaque année, et de très beaux numéros. Et là, cette année, mon frère est parti en tournée de cirque, et mon père l'a accompagné. Alors de ce fait, il n'y a plus de dompteur. Alors je me suis dit, bien après tout, pourquoi je ne ferais pas de dressage? J'avais 3 jeunes lionnes ici, j'ai après tout, je vais commencer. Allez, hop! Linda, allez! Allez! Hop. Allez! En place, là! Avez-vous eu quelque appréhension? Avez-vous eu peur au début? Non, non, aucune. Je les ai pris une à une, quoi, chacune leur tour, puis après j'ai essayé de les habituer, les prendre toutes les 3 ensemble, et puis maintenant ça marche très bien. Et puis le 1er août, j'ai commencé à présenter en public, puis ça plaît.
Quelles sont les qualités qu'il faut à votre avis pour faire du dressage, pour bien faire du dressage? Ah, alors il y en a beaucoup. Hein. Par D'abord, exemple? il faut de la force nerveuse, beaucoup de qualité physique également. Il faut de la volonté. Bon, il faut avoir l'amour des animaux aussi. Vite. Allez, Linda. Allez, en place. Pensez-vous présenter ces animaux dans un cirque? Ah oui, oui. Ça, j'espère, l'an prochain, mon numéro sera au point. Et puis, peut-être que je partirai à mon tour comme mon frère. Avec 3 lionnes, avec plus de lionnes? Avec plus, parce que là, mon père va se défaire de son numéro. Il ne peut plus tourner avec actuellement. Parce qu'avec les mélanges de sexe, ça ne marche pas du tout. Ça fait la grosse bagarre. Alors, mon frère va prendre les 2 lions. Et moi, je vais avoir la lionne qui travaille déjà très bien. Et je vais en racheter 3 ou 4. Alors, ça me fera un groupe de 8. Ce sera pas mal, quoi. Après cette séance de dressage qui me paraît avoir un climat très affectueux, passons à ce qu'on appelle parfois la jungle de la finance. Gérard Vidalanche, le dollar a encore baissé à la corbeille aujourd'hui. Le dollar et l'or. Et pour l'or, cette baisse de l'or, il semble qu'il y ait 2 raisons. Une première, il y aurait des ventes pour le compte de l'Afrique du Sud. Ça, il est très difficile d'identifier ce genre de vente. Et puis alors, il faut bien dire qu'il y a actuellement une partie de poker sur le plan monétaire. 2 thèses s'affrontent. Si la thèse américaine de réévaluation des monnaies européennes et du yen l'emporte, il est bien évident que l'or doit baisser. Mais si la thèse de la dévaluation du dollar l'emporte, alors c'est la hausse de l'or, et c'est ce qui explique donc actuellement que peut-être la thèse américaine ne semble pas l'emporter, ça serait trop vite dit, mais que l'expérience de la flexibilité d'échange qui est pratiquée en Allemagne, qui est pratiquée en Grande-Bretagne, eh bien, montrerait que, disons, que les mouvements spéculatifs contre les monnaies actuellement soient un petit peu atténués. D'où la baisse, disons, technique, mécanique de l'or, mais il y a encore trop de points d'interrogation, il est difficile d'être affirmatif. Valeur française, eh bien les pétroles, et surtout les pétroles d'Aquitaine. L'Aquitaine a monté, vous voyez, 671 à l'ouverture, 674 sur la découverte d'un 2e gisement de gaz naturel en mer du Nord. Mais les autres valeurs françaises sont en baisse, Galeries Lafayette, Paris-France notamment, qui enregistrent des replis assez sévères. Les mines d'or également sont en baisse, et là on peut parler sinon de déroute, mais d'un recul tout de même, alors là assez sensible. Voici d'autres valeurs françaises en baisse comme les salins du Midi et Précision Mécanique Labinale. Les pétroles, voici d'autres cours. En attendant de voir le cours de la norvégienne de l'azote, je crois que nous serons les premiers à pouvoir donner ce cours, car on était en train de négocier la cotation de ce titre au moment où je suis monté dans le studio. Voici exactement le cours, 1003 francs, et il est encore actuellement débattu contre un cours de 960, ce qui montre tout de même un bond très sensible. Voici donc d'autres baisses sur les valeurs françaises. C'est un échantillon pris dans les principaux secteurs d'activité. Il y a tout de même des hausses, car le marché n'est jamais à sens unique, et notamment Petrofina, une société pétrolière belge qui est intéressée également aux découvertes en mer du Nord, et Ericsson, que vous avez signalé hier en hausse, eh bien, qui prolonge sa hausse aujourd'hui avec un gain de 5 francs, à remarquer une certaine fermeté des banques avec l'Union de crédit pour le bâtiment, l'UCB, le CIC et également la SOVA. En ce qui concerne le CIC, il y a eu à un moment donné une bataille pour le contrôle du CIC. La Banque de Paris d'un côté et le Suez voulaient se partager, voulaient prendre chacun plus exactement le contrôle du CIC. Il y a eu un armistice.
Et il semble bien maintenant que l'on recherche alors, si vous voulez, un peu un règlement pacifique, et la Banque de Paris, dit-on, serait prête ou consentirait à renoncer à une partie de sa participation dans le CIC pour laisser au Suez le rôle en quelque sorte de tuteur de notre premier groupe bancaire privé. Dans la métallurgie, il y a encore quelques petits déchets et là vraiment ça me paraît tout à fait excessif. Voici des titres qui rapportent actuellement entre 7,5 et 8,5%. C'est le cas de Denain, d'Usinor, Marine Firmini même qui rapporte 8,5%. Je crois que des rajustements tout à fait raisonnables devraient intervenir au profit de ces valeurs métallurgiques. Voici enfin quelques cours sur les grandes chimiques. Eugène Kuhlmann qui perd aujourd'hui 5 francs. Un dernier tableau sur les valeurs étrangères. Et Paul Lefebvre, je vous cède l'antenne. Voilà, c'était le point de l'information en cette mi-journée. Merci de votre attention et bonne journée.